Alors, c'est ça aussi qui donne, c'est ça le petit assaisonnement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je voudrais d'abord remercier tous nos compatriotes de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire, notamment nos compatriotes du Niger. Pourquoi le Niger? Les Ivoiriens comprendront tout de suite. Vous savez, il y a plusieurs façons de manger la tchéké en Côte d'Ivoire. Vous pouvez manger la tchéké avec les crevettes là, les crevettes braisées. Vous trouvez ça beaucoup plus quand vous allez vers les villes côtières, c'est-à-dire à partir de Grand Bassam, Grand Laou, n'a pas Dabou et tous ces autres là, vous allez à la plage et puis vous avez ça là-bas. Vous avez la tchéké des Atiers, hein? Là ça se mange avec le biocosseux. Le biocosseux, c'est la sauce pimentée. Ça, c'est la spécialité des Atiers. Le biocosseux. Les Atiers savent de quoi je parle. Quand vous êtes habitué au biocosseux, soit avec le foutou, mais en plus avec la tchéké, mais surtout plus avec la tchéké mélangée avec l'huile rouge, c'est un peu le foufou. Non, le foufou, ça c'est avec la banane, mais la tchéké mélangée avec l'huile rouge. Ça, vous mangez ça et le biocosseux, c'est quelque chose. Donc, la tchéké, vous l'assaisonnez un peu, et puis vous le mangez, n'est-ce pas? Il y a plusieurs façons de manger la tchéké, disais-je. Mais nos frères du Niger, en Côte d'Ivoire, ont dompté la tchéké ivoirienne et ont marqué d'une empreinte indélébile la marque du Niger. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça. Alors, les Nigériens en Côte d'Ivoire, ils ont une façon de vendre la tchéké. C'est pas le poisson que nos sœurs là, c'est-à-dire dans tous les carrés en Côte d'Ivoire, vous voyez, les femmes vendent la tchéké. Ça, c'est une première façon de vendre la tchéké. Vous avez, merci Clemsia, tu es là ma chérie, vous avez aussi la tchéké qui est consommée soit dans les maquis, dans les restaurants, et surtout quand vous allez au bord de la plage, tout ça. Mais la tchéké que tous les grands viveurs, tous les grands gazeurs, même femmes, que tout le monde peut dire c'est la meilleure qualité à 10 heures, c'est la tchéké du Niger. La tchéké où le Niger a marqué son empreinte. Le poisson même qu'ils vendent là, c'est les hommes qui grillent le poisson. Femmes ne travaillent pas dans kiosque de bottes à tchéké des Nigériens. On dit garba. L'expression garba, ça vient de là-bas. Le garba chaud, le garba de midi, le garba de 10 heures, ça c'est le Niger. Le poisson, ils ont une façon, il y a un genre de poisson qu'ils utilisent. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt dedans. Ils ont une façon de couper leur piment. Ils ont une façon de couper leurs tomates. Ils ont fait couper leurs choses, comme on appelle les oignons, tout ça autre là. Ça, c'est le garba. Si vous mangez ça, le garba du Niger, subhanallah, et puis vous allez dormir. Parce que le poisson, il est légèrement huilé. Quand le gars, il est là, tu vois, le gars même, il a, comme on dit, à Golobaï ou bien à Golobaï, arrêté là, et puis tu regardes le gars. Et puis, s'il n'y a pas esthétique là-bas, c'est-à-dire, tu arrives dans son petit coin de garba où on l'a bassé, toi, mais tu regardes, c'est un peu sale, tout ça. Ça, c'est pas ton problème. Mais c'est ce qui est au feu, là. Souvent, même avant même que les poissons ne finissent, chacun vient, il a déjà commandé son poisson. Il dit, hey, c'est ça que je veux, le poisson là. C'est ça, la queue, le milieu, mais la tête là, c'est ça que je veux. Ils sont directement, mais quand vous mangez ça, c'est grave. Alors, c'est ceux-là que les Ivoiriens, le Niger a dompté la Côte d'Ivoire avec, à ma connaissance, 2 ou 3. D'abord, nos sœurs nigériennes, nées en Côte d'Ivoire, c'est comme les Haïtiennes, c'est comme les Guadeloupéennes.
elles sont d'une beauté extraordinaire, une beauté exceptionnelle. Tout le monde peut vous dire ça. Si vous connaissez une famille nigérienne, vous n'avez qu'à rentrer dans la famille pour voir comment ces gens-là, ces sœurs-là sont extraordinaires. Elles sont vraiment belles comme femmes. Ça, c'est un premier atout que le Niger donne à la Côte d'Ivoire. Deuxième, c'est la Tchéquée que je vais nous. Le troisième, c'est eux qui vendent les planches là, les bois. Ils sont beaucoup investis dans la vente des planches pour la construction. Alors, souvent quand je vois les gens parler, je me dis, est-ce que Youssouf Diallo, mon frère, c'est ça, la Tchéquée, disait, depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, s'il y a quelque chose que j'ai envie, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est la Tchéquée que je faisais moi-même aux États-Unis et mes amis aimaient venir manger chez moi. Et souvent, les épouses de mes amis m'appelaient pour dire qu'Eïta, à cause de toi, mon mari dit à midi, il ne mange pas parce qu'il a mangé chez toi. Il dit, c'est parce qu'on s'est retrouvés un peu et puis on a fait un peu la Tchéquée ivoirienne à la façon des Nigériens. C'est extraordinaire. Alors, ce que je voudrais dire rapidement, parce que j'ai lu quelque chose tout à l'heure, qui est une manigance du RHDP en Côte d'Ivoire. Il paraîtrait que les ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire voulaient faire une marche demain. C'est ça, demain ou dimanche, je ne sais pas trop. Alors, ils veulent marcher contre la sortie des pays. Il y a quoi? Si tu as coupé mon fauteuil là, si tu as coupé, tu vas voir. Donc, ils disent qu'ils veulent faire une marche pour protester. Ils veulent protester contre la sortie de deux États de l'AES. Je me suis posé la question. Pendant que nos frères de l'AES en France manifestent pour soutenir nos présidents, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les soi-disant, vrai ou faux, c'est Dieu seul qui sait. Il paraîtrait que les ressortissants veulent manifester. C'est ce que nous avons entendu. Et que le gouvernement ivoirien a refusé d'accorder l'autorisation pour faire un sitting. Ce que je voudrais dire à ces soi-disant ressortissants de l'AES qui se trouvent en Côte d'Ivoire, si réellement ils sont de l'AES, la force que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher un grand nombre de personnes parce que j'utilise une langue d'expression que beaucoup de personnes comprennent. Ce qui explique que ces temps-ci, mes interventions en Bambara sont vraiment limitées. Pratiquement, je ne les fais plus. Parce que nous sommes rentrés dans une autre étape du combat. Il y a des gens qui sont bien habilités à le faire en Bambara, mais moi, je l'ai dit, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas intéressé par la visibilité de qui que ce soit, parce que moi, je dis pour moi, l'essentiel, là où ça doit arriver, ça arrive. Et Dieu merci. Si réellement vous êtes de l'AES comme on nous a fait croire, permettez-moi, où est mon téléphone? Permettez-moi de voir, la tablette, le mouvement là-bas me fatigue un peu. Je vais rentrer ici, et puis on va voir ce qu'ils disent, enfin, la raison pour laquelle ils veulent marcher, moi je sais pas trop. Peut-être que ils ont une raison. Les autorités ivoiriennes interdisent le sitting du 26 janvier à Maliens, Nigériens et Burkinabés, qui voulaient protester contre la sortie de leur pays de la CEDEAO, sortie prévue le 29 janvier 2025. Est-ce que réellement, les gens continuent de s'y aller, hein? Parce qu'on est en train de... Quand Facebook commence à monter, tout de suite, c'est attaqué pour empêcher qu'on atteigne cette... Mais moi, je vous ai toujours dit que les chiffres de visibilité au niveau de Facebook ne m'intéressent même pas. Donc, laissez les gens suivre leur truc puisque vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Si je parle... D'ailleurs, même le nombre de personnes que je touche sur YouTube
le nombre est plus important que sur Facebook parce que beaucoup de personnes disent qu'elles n'aiment pas Facebook à cause des bêtises qu'on voit sur Facebook, à cause de l'immoralité qu'on voit sur Facebook. Donc, beaucoup de personnes ont téléchargé uniquement l'application YouTube. Et c'est moi-même qui souvent demande aux gens d'aller télécharger aussi Facebook. Au cas où ils n'arrivent pas à recevoir sur YouTube, ils peuvent voir sur Facebook. Maintenant, si vous faites votre petit balai, alors que le propriétaire de Facebook même est allé jurer devant Donald Trump que désormais Facebook sera libre et accessible à tout le monde. Chacun viendra parler librement sans risquer d'être bloqué ou supprimé. Maintenant, tout ça là, c'est les petits jeux, ça va finir. Trump vient de prendre le pouvoir, non? Et TikTok qui avait été banni aux États-Unis, il a bloqué la mesure, c'était une loi. Pour le moment, il a bloqué, il a demandé que TikTok revienne aux États-Unis, mais que désormais, des actionnaires américains, n'est-ce pas, fassent partie de choses de TikTok. 50-50 aux États-Unis. C'est ce qu'il a demandé. Il dit que ça permettra à l'Amérique d'avoir l'argent. Il leur donne 75 jours, 90 jours pour tomber d'accord. Maintenant, toi, vous venez faire vos bêtises ici sur YouTube, là-bas, pardon, sur Facebook. Vous êtes vraiment des idiots. Vous croyez que je suis sur les réseaux, là, ma tête, ça marche pas? Alors donc, vrai ou faux? Moi, je ne cherche pas à savoir la véracité d'une telle situation en Côte d'Ivoire. Pour la simple et bonne raison que toute information provenant de la Côte d'Ivoire, ne cherchez pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai. Parce que, malheureusement, les gens, à une période, se sont laissés manipuler. Quand l'affaire des 46 ou 49 mercenaires ivoiriens a éclaté, quand Chris Yapi a révélé la présence de militaires français stationnés en Côte d'Ivoire dans l'intention d'attaquer le Niger en complicité avec la CEDEAO, quand des armes ont été convoyées de la Côte d'Ivoire vers les terroristes, et que Ibrahim a dénoncé, et que le général a dénoncé, et que nous avions dénoncé, il s'est trouvé des personnes qui se sont levées pour nous attaquer en Côte d'Ivoire, des personnes qui étaient financées par le régime du RHDP en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous expliquer un peu comment le RHDP fonctionne, parce que le fonctionnement, c'est un fonctionnement qui est typique. C'est un fonctionnement que je connais. C'est un fonctionnement que je n'étais pas en Côte d'Ivoire à l'avènement du RHDP. Mais je veux dire, la mise en place de ce mécanisme-là correspond à la mise en place de mécanismes similaires dans le passé. À l'intérieur du RHDP, il y a des autorités qui disposent de moyens financiers, d'autorités politiques, pour créer des forces parallèles, pour créer la diversion, financer des gens pour mener des activités subversives. Oui, au sein du RHDP, ça existe. Ahmed Bagayoko, Gon Coulibaly, qui sont tous les deux morts, faisaient partie de ces hommes-là. Adama Bitogo, l'ancien directeur général du fonds d'entretien routier, ce Diaby Lassiné, quelque chose comme ça, faisait partie de ces hommes-là. Et aujourd'hui, Télé Brahima est le leader de ces hommes-là, avec Michelet, avec, il y a un autre qu'on appelle Prézou, bien quoi là, la famille de Gon Coulibaly, les frères, les cousins de Gon Coulibaly qui font partie aujourd'hui de toutes ces choses-là. Salut à toi, ma chérie Christine. Donc,
Il recrute des jeunes gens. Vous avez vu un certain Diaby Hams. Voilà. Vous avez vu l'idiot qui allait verser le sang devant la résidence de feu le président Aimé Arikona Bédié. Le même qui dit qu'il allait porter plainte contre Johnny Pacheco. Ils sont beaucoup comme ça. Ceux qui sont en France, qui sont soutenus et financés, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont soutenus et financés. Donc, c'est eux-là qui activent des réseaux pour faire croire que ces réseaux-là, ce sont les ressortissants de l'AES. Parce que si vous faites ça en Côte d'Ivoire et que vous dites que vous êtes ressortissant, vous savez, la prise du pouvoir de Donald Trump, aujourd'hui, c'est Donald. Les gens sont paniqués aujourd'hui. Il a fait une intervention au sommet de Davos. Davos, c'est le sommet des bailleurs, hein, ceux qui détiennent vraiment le capitalisme dans le monde. Et son intervention était sans filtre. C'était pas une intervention politique, mais c'était une intervention des citoyens américains qui parlent sans diplomatie. Et aujourd'hui, Donald Trump ne respecte aucune règle de la diplomatie. Donc, ce que le capitaine fait aujourd'hui au Burkina, ce que le général fait, ce qu'Assimi fait, c'est ce qu'aujourd'hui Donald Trump fait. Et aujourd'hui, les gens sont en train de parler de... Mais vous ne pouvez pas. Je vais revenir sur certaines décisions du président Trump. Certaines décisions que j'approuve, certaines décisions que je rejette. C'est beaucoup. Il a signé à peu près 200 décrets présidentiels. Donc, il a fait 2 jours de signature. Je ne peux pas parler de tout. Mais je vais parler de ce qui intéresse l'AES, l'Afrique. D'accord? Salut à toi, Diakité. Alors donc, je reviens pour dire, Trump dit, tout citoyen américain qui va combattre les États-Unis devra s'apprêter à faire face à toute la rigueur de la loi. Peu importe qui vous êtes. Si ces gens-là qui se déclarent ressortissants de l'AES, parce que pour moi, pour dire qu'il y a un ressortissant de l'AES qui vit en Côte d'Ivoire, je voudrais d'abord voir les ramifications familiales de cette personne. C'est beau de dire les ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire. Nous, on veut voir les ramifications familiales de ces personnes-là. À qui ces personnes-là sont familières en Côte d'Ivoire, et au Mali, au Burkina, au Niger? Quels sont les liens de parenté? Quels sont les liens familiaux? Quels sont les liens qui lient ces personnes-là à telle ou telle famille au Mali, au Niger, au Burkina? Donc, si ce lien n'est pas établi, pour moi, de dire que ce sont les ressortissants, c'est des bêtises. Ça, c'est un. Si vraiment ils sont des ressortissants maliens, c'est que c'est des maudits, c'est des idiots, c'est des ratés, c'est des pervers et c'est des égarés. Parce que quand on attaque la Côte d'Ivoire, si réellement ils sont ressortissants de l'AES, quand on attaque la Côte d'Ivoire, qu'ils regardent comment les défenseurs de la Côte d'Ivoire se lèvent pour se battre pour la Côte d'Ivoire. Seul un enfant bâtard ne reconnaît pas la légitimité du combat de son papa. Si vous êtes digne fils de votre père et que votre père est en conflit, vous avez le droit d'être aux côtés de votre papa. C'est ce qui m'a valu la bénédiction de mon père. Malgré tout ce qu'on lui disait, lorsque le moment était venu et que mon père avait été attaqué à une certaine époque, avant mon départ pour les États-Unis, ceux qui se sont permis de s'hasarder même à ce petit jeu, je ne sais pas si le monsieur vit encore aujourd'hui, mais je pense certainement que son fils vit, ou ses enfants.
Un jour, je quitte au boulot, puis j'arrive à la maison. Je vois un attroupement devant la cour de mon père et je vois quelqu'un qui rentre chez nous menacer mon papa avec son fils. Ce jour-là, le vieux, il était seul à la maison avec nos mamans. Je dis, Subhanallah, quelle provocation, quel kilo, quelle audace. Je prends mon téléphone et puis j'appelle le commissaire. Il dit, mon petit, à quoi? J'ai dit, j'ai besoin d'éléments. Est-ce que je peux venir? Il dit, mon petit, viens, je suis au poste. J'ai dit, j'ai besoin, pardon. Il dit, mon petit, il faut parler. J'ai dit, non, 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 mon sang est trop monté, je ne peux pas parler. Il dit, d'accord, prends la voiture et puis vous allez. Tu règles ça, tu sais qu'il y a au retour, tu m'expliques. Je prends les policiers et puis directement dans la cour du monsieur. Il était en train de prendre abolition avec son fils. Je rentre à la police et dis, le voilà, le voilà. Devant sa femme et ses enfants. Le papa devant ses épouses. Le fils, lui, devant ses épouses et ses enfants. Les deux mélottés chez eux. On les a mis dans la voiture, on allait les déférer. Tout de suite. C'est je mens que toute la colère de Allah s'abatte sur moi. Tu ne peux pas t'amuser avec mon papa. Tu ne peux pas t'amuser avec ma famille. On les a fermés. J'ai dit, tu ne les libères pas. Et puis, il m'a demandé, et puis ensuite, j'ai expliqué la situation. Je suis parti. Ils ont appelé, même le procureur à l'époque, le procureur d'Abidjan a appelé le commissaire. Il y a trop d'interventions, c'est chaud chez vous, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ah, je ne peux pas parce qu'il y a une plainte qui a été posée en bonne et due forme. Il y a eu violation de domicile, agression, donc on ne peut pas. Le procureur dit, c'est chaud, pardon. Après ton petit, dis-lui de mettre à bas la terre, c'est un peu compliqué. Le pays est chaud, on lui demande pardon. Dis-lui qu'on lui demande pardon, il faut les libérer. C'est là qu'on m'a appelé. Le commissaire m'appelle et dit, petit, il y a eu trop d'interventions. Même en haut, on m'a appelé. J'étais obligé de les libérer. J'ai dit non, j'ai déjà accompli ma mission. Je voulais qu'ils comprennent que derrière mon papa, il y a quelqu'un. Tu ne peux pas t'amuser avec mon père. Et depuis ce jour, personne n'a osé. Personne n'a osé s'amuser avec ma famille. C'est pourquoi je dis, ceux qui disent qu'ils parlent de l'AES, là, est-ce qu'ils sont réellement de l'AES? Parce que seul un enfant bâtard peut renier sa famille. Peu importe les différends que vous pouvez avoir, mais votre famille reste votre famille. Et cette bénédiction, elle me suit partout. Ce jour-là, mon père, père sont là-bas. Il a eu les larmes aux yeux. Il dit, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais prendre autant de risques pour moi. Désormais, dans le quartier, je suis respecté à cause de toi. C'est ça, le rôle d'un enfant. Vous êtes ressortissant de l'AES en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Qu'est-ce que vous avez fait pour notre armée? Qu'est-ce que vous avez fait pour nos femmes veuves ici, dont les maris meurent au front? Maudit que vous êtes, vous dites que vous n'êtes pas content. Bon, on est sorti. Si vous êtes vraiment garçon, que vous êtes ressortissant de l'AES, on vous attend ici, chez nous, au Mali, au Burkina et au Niger. Venez nous dire, droit dans les yeux, que vous n'êtes pas content. Venez nous dire que vous ne voulez pas. On va vous montrer, quand vous êtes de la Côte d'Ivoire, on va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Alors, ceci dit, la mise en circulation et en service de notre passeport coïncide avec une date historique. Quelle intelligence du président Assimi Goïta, quelle clairvoyance du président Assimi Goïta. Cet homme est un visionnaire, le président Assimi Goïta. C'est le 29 de ce mois que nous allons officialiser notre sortie. Vous vous rappelez que j'ai toujours dit, on est sorti de l'AES, mais on n'est pas encore sorti.
Parce que pour sortir, il faut qu'on s'entende sur un minimum. Et le 29 est la date que le président Goïta choisit pour mettre en circulation le passeport AES du Mali. Et c'est la même date que l'AES officiellement sortira de la CEDEAO. Donc, une date historique. La première mise en service de notre passeport AES coïncide avec la sortie de l'AES de la CEDEAO le 29 janvier 2025. Notre passeport, c'est le 29 janvier. Notre sortie, c'est le 29 janvier. Quelle clairvoyance, quel visionnaire. Quelle grande... Alors, c'est cet homme-là qu'on veut attaquer. Poutis. Mon Dieu, vous qui dites Poutis, là, et Alassane Ouattara, comment vous le qualifiez? Et Faure Gnassingbé, je m'en fous qu'il veuille entrer au sein de l'AES. Qu'est-ce qu'il fait, Faure Gnassingbé? Il manipule la Constitution chaque fois, il se maintient au pouvoir. Lui, il ne fait pas coup d'État. Ouattara ne fait pas coup d'État. C'est lui qui a fait coup d'État. Parce que tout simplement, il porte la tenue militaire. Parce qu'il est colonel. Et ce que Ouattara fait, c'est le voleur au col blanc. C'est le violeur au col blanc. C'est le poutis au col blanc. C'est le poutis en cravate. C'est le violeur en costume. C'est le marmailleur en costume. Si vous estimez que nous avons fait un coup d'État, qu'en est-il d'Alassane Ouattara? Quand la Constitution dit « nul ne peut faire plus de 2 mandats », ce français est d'une clarté morale. Ce français est d'une clarté éthique. Ce français est d'une clarté historique. Comment on vous dit, vous ne pouvez pas porter le même habit 2 fois. Vous dites, ah non, comme on a lavé mon habit, je peux le reporter. Alors qu'on dit, ne le reportez pas 2 fois. Vous dites, parce qu'on a lavé, mais attention, on n'a pas dit, vous le porterez, quand vous allez le laver et le reporter, ce sera la première fois de l'avoir porté parce qu'il a été lavé. Mais on dit non. Le t-shirt là, Keïta, vous allez le porter une seule fois toute votre vie. Pas 2 fois. Mais alors je vais jouer les rusés, je lave et puis je dis, attention, je l'ai lavé, il n'est plus sale. C'est pas ce qu'on t'a dit. On dit ce t-shirt là, faut pas le porter 2 fois. Et toi, fuité que tu es, tu dis, j'ai lavé. La question n'est pas de dire si tu as lavé. La question est claire. Pas 2 fois. Une seule fois ce t-shirt. Une fois qu'il est sale, vous le jetez. Ou vous en faites un don. Pas besoin de dire, j'ai lavé et puis je vais reporter. Quand vous le lavez, il n'est plus ce t-shirt original. Dès que vous le portez, il perd sa valeur 1. Dès que vous le lavez, il perd une 2e fois sa valeur. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Bon, attendez. Je vais laisser aux petits moutons du RHDP, les petits ratés pervers qui ne comprennent pas français. Quand Keïta parle d'Alassane Ouattara, il y a des idiots qui disent « j'attaque la Côte d'Ivoire ». Pourquoi voulez-vous que j'attaque la Côte d'Ivoire alors que j'ai beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire? Mes épouses ivoiriennes, elles sont beaucoup d'elles. On ne peut pas les compter. Subhanallah, comment Salomon n'a-t-il pas beaucoup de femmes? Quand je dis mes femmes, toutes les belles ivoiriennes qui m'apprécient sont mes épouses. Spirituellement, pas physiquement, pas de façon attractive. Parce que je les respecte en tant qu'épouse de quelqu'un. Voilà pourquoi je dis ce sont mes épouses. Quand vous ne comprenez pas français, venez me demander, je vais vous expliquer ce que je dis. Alors, je répète. Voilà une de mes épouses qui est en train d'applaudir Clem Yao. Ça,
Elle était la première ministre, mais comme je ne la vois pas trop, elle est descendue maintenant pour être vice-première ministre. Hein? Clemsia, elle est descendue pour être vice-première ministre. Okay. Alors, je répète ce que j'ai dit. Parce que souvent, il faut parler un français limpide pour que les égarés, les pervertis comprennent bien. Je répète, de façon intelligente et intelligible. C'est l'intention Kakade. Quand on vous dit, celui qui a conçu cette chemise dit Keïta, la valeur de cette chemise, elle n'a de valeur que quand elle est portée une seule fois. Mais vous ne pouvez pas et vous ne devez pas la porter une deuxième fois. Quand j'achète, c'est ce qui accompagne. Pas deux fois. Et moi, comme je crois que je suis plus malin que celui qui a conçu ce t-shirt, j'ai dit, Clemsia, premier ministre, viens ici. Il faut laver ça et puis ton mari va porter. Elle dit, ah mais attends, chérie, on dit ça là, tu ne peux pas porter deux fois. Maintenant, toi, tu portes deux fois, ça commence à tomber. La manche tombe, les boutons commencent à tomber. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? On dit, non, mais on t'a dit que ça, c'est une seule fois. Quand tu allais laver, tu crois que tu es intelligent. Maintenant, tu portes, tu es dehors, et puis ça commence à tomber. Tu es obligé de courir pour rentrer à la maison pour aller changer. Aïe, 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 aïe. Merci, Christy. Le français est compliqué. Les gens ne comprennent rien. C'est là que Ouattara est le plus grand violeur au col blanc de toute l'histoire de l'humanité comme président en Côte d'Ivoire. Et vous avez Michelin avec sa bouche qui... Ce monsieur, même, je me demande si on peut s'arrêter à côté de lui. Parce que de toute façon, il est rond, Michelin là. Ça, quand il parle à côté de vous, ben, je suis sûr que vous risquez d'avoir crise cardiaque à cause de l'odeur qui sort de sa gueule. On dit porter une chemise une seule fois, vous l'avez. Et quand vous l'avez, vous croyez que vous avez doublé le concepteur. Vous sortez et puis la chemise, les boutons commencent à tomber, la chemise commence à tomber. Ça se déchire sur l'on dit, mais tu dis à quoi? On t'a dit c'est une seule fois. Toi, tu crois que tu peux doubler. C'est ce qui arrive à Ouattara. Quand Ouattara viole la Constitution, il sort. Quand les gens regardent Ouattara, il est dévisagé. Il est déshabillé. Il n'est plus ce homme-là. Le costume présidentiel qu'il porte est taché de sang, puisqu'il a tué des gens pour porter ce costume. La main qu'il prend pour saluer est tachée de sang, puisqu'il a violé. C'est cette main qu'il a levée pour dire je jure et puis je respecte. Tu jures, tu respectes la Constitution et tu violes la Constitution, et puis tu dis tu jures. Mais la Constitution a maudit Alassane Ouattara il y a longtemps. Je répète, la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire a maudit Alassane Ouattara il y a longtemps. Et ça, c'est la réalité. Alors, donc, nous, on n'est pas pour ça. Si vous estimez que Ouattara, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, vous qui dites que vous êtes ressortissant de l'AES, alors, il y a un jeune Burkinabé, moi, je n'ai pas compris trop l'histoire du petit Burkinabé qui a été arrêté, et puis on l'a envoyé dans la cellule des blindés. Pour la simple raison, il y a des choses, les gens n'ont pas compris. Quand les Ivoiriens vous disent qu'il y a liberté d'expression en Côte d'Ivoire, et vous croyez que vous êtes malin, vous allez parler. Mais là, vous voulez dire que nous, on ne doit pas sortir de l'AES, c'est pas ça? Vous qui dites que vous êtes ressortissant de l'AES en Côte d'Ivoire. Plaidez le cas du jeune Burkinabé, n'est-ce pas, sur le jeune, je sais pas, youtubeur là, qui a été interpellé. Moi, j'ai écouté les propos qu'il a tenus et j'ai été surpris. Merci beaucoup, Ali, de façon, je suis surpris. Alors que il ne faisait que encourager les BDP et les FDS. Il ne faisait que vanter les mérites du capitaine Ibrahim Traoré. Mais il a été arrêté pour dire qu'il est dans un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il faut être assez bête pour vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire et aller s'asseoir en Côte d'Ivoire pour faire des vidéos. C'est faux. C'est une vengeance. La Côte d'Ivoire
a difficilement accepté l'humiliation que le capitaine a fait subir à Ouattara, l'arrestation de ces... Vous êtes au courant de tout ça? Moi, je vais encourager le capitaine Ibrahim à agir comme 3 présidents. 3, écoutez très bien. Le premier président, Vladimir Poutine. Le deuxième président, Xi Jinping. Le troisième président, non des moindres, le révolutionnaire Sékou Touré. Quand vous arrêtez un Chinois aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Australie, peu importe, un seul Chinois, ils vont arrêter 10 ressortissants de votre pays chez eux. Et puis on fait un procès dilatoire, rapide, lapidaire. Et puis ils sont condamnés à perpétuité. Les familles font pression sur les présidents. Et puis il y a négociation. Négociation, vous libérez le Chinois qui a été arrêté, ils vont libérer les 10 personnes qu'ils ont arrêtées. Si Ouattara veut jouer à ce jeu, moi je pense que nos présidents doivent se souvenir que la meilleure façon de libérer des ressortissants arrêtés, c'est de faire la réciprocité chez nous. Comme l'a dit le Mali, il faut que l'AES fasse la même chose. Et moi je crois, merci au Seigneur qui vient de me mettre quelque chose dans la tête, je crois que l'Ivoirien qui a été arrêté au Niger, le soi-disant directeur général de Canal Horizon, au Niger, je suis sûr que l'arrestation de Alido Faso a un rapport avec l'arrestation de ce monsieur. La Côte d'Ivoire ne va pas le dire ouvertement, mais Ouattara veut jouer les CGMP, donc vous arrêtez un Ivoirien là-bas, nous on va arrêter vous arrêtez quelqu'un dans l'AS, nous on va arrêter quelqu'un ici aussi. Alors, c'est simple. Si Ouattara sait, les militaires s'il avait une idée de la détermination de ces militaires-là à la tête de leurs États, je crois qu'il ne va pas s'amuser à lancer des défis ou à croire qu'il peut faire un petit chantage avec ces présidents-là. Je crois qu'il n'a rien compris encore. Alors, le conseil que je vais donner aux Ivoiriens, faites beaucoup attention. Si vous venez dans l'AES, c'est un conseil, c'est pas une menace, c'est pas un chantage. Parce que si Ouattara continue d'arrêter les gens, beaucoup d'Ivoiriens seront arrêtés aussi. C'est pas les petits Ivoiriens, non, non, non. Je parle des Ivoiriens sur qui, certainement, la Côte d'Ivoire repose. Ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être des politiciens, ça peut être n'importe qui. Si Ouattara veut ouvrir ce chapitre-là, l'AES, on est prêt à ouvrir ce chapitre avec lui. Parce que si le Burkina n'a pas hésité à arrêter 4 mercenaires français, si le Mali n'a pas hésité à arrêter 49 mercenaires ivoiriens, si le Niger n'a pas hésité à arrêter un Ivoirien, Ouattara croit que on ne va pas le faire. Parce que Ouattara se croit humilié, Ouattara se croit attaqué chaque fois que nous, notre souveraineté est menacée et qu'on interpelle ceux qui sont à l'origine. Ouattara prend ça à mal. Parce que Ouattara, il a échoué. C'est lui qui voulait faire libérer les 4 mercenaires français de la DGSE. C'est pas Ouattara. C'est pas Ouattara. C'est le Maroc. C'est le roi Hassan II. Et puis, je vais dire une chose. Aujourd'hui, le roi Hassan II, le roi Mohamed VI, pardon, qui le repose en paix, Hassan. Le roi Mohamed VI du Maroc. Merci beaucoup, Mati. Le roi du Maroc, non seulement il a de très bonnes relations, je répète, non seulement il a de très bonnes relations avec les pays de l'AES, mais au regard de son âge et puis au regard de son état de santé qui est beaucoup fragile, il n'y a pas quelque chose qu'il va demander à l'AES et puis le président va refuser. Pour 2 raisons simples. Il a su tisser de très bonnes relations avec nos présidents et il les respecte. Et puis deuxièmement, vu la fragilité de sa santé, dire non au roi,
nos présidents se disent, dire non, c'est vraiment mettre le roi dans une mauvaise posture. Ce qui fait que le roi a pris la responsabilité sur lui-même parce que beaucoup de pays ont tenté. On a le Burkina a dit niet. C'est le roi seul qui a réussi à faire libérer ces gens-là. Bon, le jeune qu'ils ont arrêté. Et moi, c'est le conseil que je donne à ceux qui font ce boulot-là comme nous. C'est le même conseil que j'ai donné à mon frère Franklin Yamsi. Je lui ai dit, tu es en France, chaque fois que tu es attaqué en justice, tu demandes aux gens de contribuer. C'est bien, les gens t'accompagnent, les gens contribuent, les gens te donnent l'argent. Et souvent, les avocats aussi le font de façon bénévole. Mais le conseil que je peux te donner, c'est, tu veux faire un bon combat, mais tu peux pas aller t'asseoir à la barbe des gens, sous leurs pieds, devant eux, et puis les ridiculiser et croire qu'ils vont pas réagir. Forcément, tôt ou tard, un jour, ils vont t'avoir. Ça, c'est sûr. Donc, pour la sécurité même de ta famille, c'est risqué même de le faire. Si nécessaire, laisse ton épouse avec tes enfants là-bas. Mais attends, d'abord, ils t'ont... Là, tu as enseigné là-bas, je crois, je ne sais pas si tu as été suspendu. Mais est-ce que tu ne trouveras pas une université ici, au sein de l'AES, où tu pourras dispenser tes cours? Pourquoi chaque fois, quand tu es appelé en justice, tu es obligé de dire aux gens, hein, tu ouvres une cagnotte pour que les gens participent? Moi, je trouve ça un peu... C'est moi, hein, je ne dis pas aux gens, attention, ça c'est ma vision, je ne dis pas qu'il a tort. Moi, ça c'est comme ça je vois. Jusqu'à ma mort, je n'irai jamais m'asseoir en Côte d'Ivoire pour attaquer le pouvoir de Ouattara. C'est de la provocation. On n'a qu'à appeler un chat, c'est la provocation et ce n'est pas bien. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller m'asseoir en France, attaquer Macron, même si on dit c'est un pays de droits de l'homme. Je ne peux pas faire ça, c'est la provocation. Je ne peux pas aller m'asseoir sous la barbe d'un président, le critiquer, et puis croire qu'on va me laisser tranquille. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi je dis à Franklin, écoute mon ami, c'est bien, tu fais un travail extraordinaire, mais moi je trouve que le fait de dire, ah c'est la France, je suis français, ou bien j'ai mes documents, c'est un faux débat. Soyons réalistes. Jusqu'à présent, tu as la chance. Mais pendant combien de temps tu crois que ça va t'aider? Pendant combien de temps tu crois que Franklin, pendant combien de temps que ça va t'aider? Ils ont récupéré le passeport de Kémy Séba. On a interdit, merci pour le pouce, on a interdit à Nathalie l'accès de la France. Et toi, tu crois qu'ils vont te laisser? Mais il faut arrêter de te blaguer. Il faut arrêter de te blaguer. Mais là, moi, personnellement, moi, je trouve que ce combat, je le dis honnêtement à mon frère Franklin, je pense que c'est un faux combat qu'il mène. Parce que le faux combat, tu as besoin de leur argent, tu as besoin de leur stabilité, tu as besoin de leur constitution, et puis tu les attaques. Attendez, vous avez vu qui, dans sa famille, ton propre fils, il est chez toi, tu le nourris, tu le blanchis, tu le loges, tu le soignes, et c'est lui tous les jours qui va t'insulter. Mais tu vas lui dire, attends mon ami, il faut aller te prendre en charge ailleurs, et puis c'est terminé. Toi, tu es chez les Français, et puis tu n'es pas d'accord avec eux. Comment tu peux être chez eux, et puis tu fais le palabre de l'Afrique? C'est un faux palabre. Pour moi, je sais pas. Je sais pas à quoi je sais pas sur quoi il pense, et puis il fait ça. C'est un faux débat, mon frère Franklin. C'est un faux combat que tu mènes. Soyons honnêtes. Prends ta responsabilité, dis merde à la France, va t'asseoir où tu veux, et puis mène ton combat. C'est tout. Parce que tu vas continuer ça, un jour les gens vont te dire, hey, mon frère, est-ce que ton billet est resté là-bas? Non, on n'a pas l'argent à te donner. Tu as fait comment ce jour-là? Et puis s'ils disaient ce qu'ils ont bâti, ils ont raison. Tu es là-bas pourquoi? Moi, Allah est de moi. On m'a invité pour aller intervenir en France. On paye mes frais de déplacement, mon hôtel, tout. On veut que j'aille faire une intervention en France. On veut que j'aille parler. J'ai appelé un de mes petits. J'ai dit, est-ce que le moment est bon pour moi? Il dit, Coro, faut pas venir. Il y a trop de gens qui sont contre toi ici. Faut pas venir.
J'ai dit, je ne vais pas. Oh, on m'a demandé d'aller au Canada. J'ai regardé l'environnement, j'ai dit, je ne vais pas. On m'a invité à 2 reprises au Cameroun. J'ai dit, je ne vais pas. Il faut savoir, en Guinée, je devais aller, j'ai regardé tous les plans de vol, j'ai dit, je ne vais pas. Il faut, ça là, moi je trouve que ce que Franklin fait, ça c'est un conseil que je lui donne, il fait de la provocation et il pense que pendant combien de temps il va rester dans ça. On est peut-être honnête. Il fait la provocation, il provoque les gens, il veut montrer qu'il est garçon, il peut rester dans la vie par les pieds arrière. Mon frère, pour le moment c'est bon. Je souhaite que ça continue pour toi, mais je ne suis pas certain que tu vas continuer. Il y a un souterrain peu, parce qu'ils sont en train de réfléchir sur une manière où ils vont t'humilier. Et cette humiliation, même tes avocats ne pourront rien contre toi. Pour toi, pardon. Même tes avocats ne pourront rien. Donc, le seul conseil que je te donne, où tu quittes là-bas, tu vas au Cameroun, ou tu viens à l'AES, si tu veux, tu fais une demande pour enseigner dans une de nos universités. Le pays qui va te répondre, tu viens. Ton patron Guillaume Soro, il est en exil ici, au sein de l'AES. Toi, tu es là-bas, tu parles l'Afrique des libertés, tu mets le combat de l'Afrique, mais ceux même que tu attaques, ça veut dire que tu montres que tu es tellement fort, tu as le droit avec toi, tu as la justice avec toi, tu as la vérité avec toi. Mon frère, tu te blagues. Non, on a dit pour non. Ça fait combien de fois je te donne le conseil? Il faut continuer. Les blancs là, ils n'oublient jamais le petit blanc. Ils sont très forts, ils n'oublient pas, ils te regardent, ils t'observent, et puis ils attendent. Le moment propice, quand ils vont te frapper, il n'y a même pas un moyen. Il faut continuer, Franklin. Nous, c'est comme ça on te donne. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec nous. Mais, à un moment donné, il faut te dire que trop, c'est trop, et c'est pas bon. Alors, ici, maintenant, nous allons rentrer dans... Ici, je voudrais d'abord, vous faire... Il y a en ce moment, à Ouagadougou, permettez-moi d'abord de... J'avais dit que on allait consacrer quelques minutes, désormais dans nos interventions, pour saluer nos forces de défense et de sécurité. Je vais commencer avec le Burkina Faso, où la RTB nous a fait un point. On va écouter l'exploit de nos forces parce qu'il faut rendre hommage à ces hommes-là. Et j'ai estimé que je ne rendais pas suffisamment hommage à nos militaires, à nos VDP, à nos forces de défense et de sécurité au sein de l'AES. Et ces gens-là méritent. Et ces gens-là méritent d'être soutenus. Oui, le combat, c'est le même combat, mais pour moi, ça ne sert à rien d'aller s'asseoir sous la barbe des Français et puis tenir des propos qui ne sont pas appropriés. Si c'est le combat des Français que tu mènes en France, je suis 100% d'accord avec toi. Mais tu mènes le combat de la France, de l'Afrique en France, mais ce sont les mêmes logiciels que nous utilisons. Les Français m'écoutent. Je vous ai parlé combien de fois la DGSE était sur mon dos. Je les ai exposés. Les Russes, leur malice. Mais tu peux mener ce combat-là sans forcément aller t'asseoir. Parce que quelle est l'utilité d'aller s'asseoir chez eux et puis les attaquer? Tu veux montrer que tu es garçon? Tu veux montrer que tu as le droit avec toi? Tu veux montrer que la France n'est pas... Il y a aucun... Il a la chance que c'est en France. Au nom de Dieu, si c'était aux États-Unis, il y a longtemps, ils l'ont arrêté. Je vous jure, si c'était aux États-Unis, il y a longtemps, ils l'ont jeté en prison. Il y a une loi aux États-Unis qu'on appelle Patriot Act. C'est ça. Et quand on applique ça sur toi, même si tu es citoyen américain, on t'arrête et puis on te met en prison. Tu es arrêté comme terroriste. Je dis bien Patriot Act. On t'arrête comme terroriste. Mais, juste pour le moment, j'estime que la France n'a pas encore décidé de bousculer Franklin.
Parce que si la France décide au nom de Dieu, ses avocats ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien. Et pour moi, pourquoi tu mets la pression sur ta famille? C'est ça qui me gêne un peu. Tu as des enfants qui sont nés là-bas. Tu as une épouse qui est là-bas. Mais ne mets pas cette pression-là sur ta famille. Moi, je trouve que c'est égoïste de sa part. Il veut montrer qu'il est tellement bon dans ce qu'il fait. Il veut montrer qu'il est engagé. Mais il ne prend pas en compte la sécurité de sa famille. Des gens achètent mes produits. Quand ils t'envoient venir te voir, j'ai dit, personne ne vient chez moi. Personne. Je ne reçois personne chez moi. Non, on va te remercier, j'ai dit personne. Ma famille reste en sécurité. Ce qui fait que j'ai déconnecté tous les systèmes GPS de tous les appareils que j'utilise. Le GPS n'est pas actionné chez moi. C'est quand je vais voir quelqu'un que la personne me donne les coordonnées, j'active le GPS. Chez moi, ce sont des projecteurs de 600 à 800 watts qui sont branchés jour et nuit. Avec au moins 20 caméras vidéo au dehors, qui enregistrent 24 heures sur 24. Et je suis en contact permanent avec la police et les forces d'intervention rapide. Il y a quelque chose, tout ce que je parle au téléphone et je les appelle. Pourquoi tu risques la vie de ta famille au nom du combat que tu mènes? C'est ça, là où je ne suis pas d'accord avec lui. Je dis, mais pourquoi il met la vie de ses enfants en jeu? Pourquoi il met la vie de sa famille en jeu? Pourquoi il fait ça? Parce que c'est une pression sur sa femme. C'est une pression sur ses enfants. À quoi ça rime? À quoi ça rime? Tu veux montrer que tu es garçon, mais moi je pense que c'est inconscient de sa part de mettre la vie de sa famille en danger. C'est tout. Moi je ne m'amuse pas à ma famille, j'estime que tout homme engagé dans ce combat-là, on doit prendre la sécurité de nos familles en compte d'abord. C'est fondamental. Alors s'il fait ça, moi je trouve que quand même c'est pas bien et c'est un peu... Madame, monsieur, bonsoir et merci de suivre cette édition spéciale consacrée aux nouvelles du front, des attaques repoussées, des terroristes neutralisés, du matériel récupéré. Plusieurs opérations offensives et défensives ont émaillé le territoire national ces derniers jours. Le récit de Bienvenue dans ça. Encore ça, c'est pour le Burkina Faso. Ces derniers jours, plusieurs opérations offensives ont été menées par nos vaillantes forces combattantes contre les criminels. On va essayer, hein? Quelques attaques ont été également repoussées sur nos positions défensives. Ce 7 janvier, nos valeureux combattants de Bani ont attaqué un poste de surveillance de criminels dans la zone de Bani, neutralisant certains, faisant un prisonnier et récupérant de la logistique de guerre. Le 8 janvier, les combattants du BIR 23 dans la boucle du Moun, en reconnaissance dans le village de Mont-Louis-Yaba, ont pris contact avec l'ennemi. Les criminels ont été copieusement fouettés et du matériel de guerre récupéré. Ce 10 janvier, dans la zone de Pimaoré à Wenpolgo, les criminels ont essayé de se foutre. Pourquoi je vous fais écouter, j'ai décidé désormais les récapitulatifs. Je vais les faire pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça, c'est une façon pour nous de contredire tous les mensonges, 1, de l'Algérie, 2, de la France, 3, de tous ceux qui croient que le Sahel est devenu désormais l'épicentre du terrorisme. Posons-nous la question, d'où viennent ces armes? Le Mali ne fabrique pas ces armes, encore moins le Burkina et le Niger. Qui donne ces armes? Comment ces armes peuvent quitter un pays X à un autre pays X? L'Algérie devrait se poser de sérieuses questions avant de vouloir pointer du doigt notre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité de l'AES. Et chaque fois que possible, on va écouter, n'est-ce pas, même si on ne va pas tout écouter, mais on va vous permettre d'avoir une idée de ce que nous faisons. Je sais que vous regardez ça tous, mais quand nous entendons ici, et puis nous commentons ensemble, cela apporte un petit plus sur la compréhension
et surtout sur la confiance que nous avons à nos forces de défense et de sécurité. On va juste écouter aujourd'hui, c'est le Burkina, certainement la prochaine fois, ce sera le Mali et le Niger. Montés à l'unité Léopard, ils ont été matés et du matériel de guerre récupéré. Le même jour, des hordes de criminels ont attaqué la position de Durum dans la zone de Tougan. Mais ils ont été accueillis dans un déluge de feu, les contraignant à fuir, abandonnant quelques moyens logistiques sur place. Ce 11 janvier, des criminels sont venus s'attaquer à une position du MiG-19 au nord de Bougandi. Ils ont été copieusement battus et ont abandonné cadavres et logistiques de guerre. Ce 11 janvier toujours, le bataillon de marche Sigal dans la boucle du Moun et les combattants de Nouna ont mené des actions offensives respectivement dans les zones de Wouri et Warakui. Ils ont détruit les positions ennemies et récupéré du matériel. Alors, quand vous regardez tout le narratif de Bienvenue Thompson, qu'est-ce que cela vous dit? Vous posez la question. Donc, ces terroristes-là, est-ce qu'ils meurent vraiment? Ou bien vous vous dites, est-ce que nos télévisions nationales ne mentent pas un peu? Est-ce que les reportages-là ne sont pas vraiment truffés de mensonges? Vous vous dites, mais depuis on les tue, mais tous les jours que Dieu fait, c'est le même scénario. On ne fait que nous dire, on a tué, mais est-ce qu'ils ne meurent pas? Je vous avais, il y a quelques mois de cela, voire à peu près un an un peu plus, je vous avais dit que le réservoir du terrorisme en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui était prêt à prendre les armes contre nous. Le Nigeria qui voulait nous attaquer. Le Nigeria, dans ma seconde, je vais enlever quelque chose ici. Le Nigeria qui avait décidé d'attaquer le Niger avec la complicité de la France et de certains pays africains. C'est ce Nigeria-là. Et quand l'Algérie parle de terrorisme dans le Sahel, l'Algérie volontairement fait preuve d'amnésie et oublie le géant Nigeria. Le Nigeria n'est pas un géant économique, non. Le Nigeria peut-être a une très grande population, oui. Mais le Nigeria est géant dans la fabrication et la production de terrorisme. La plupart de tous ces terroristes sont recrutés dans le bassin du lac Tchad. C'est-à-dire que quand vous prenez le Tchad, le Cameroun jusqu'au Nigeria, et Boko Haram et bien d'autres mouvements terroristes ont établi leur base dans cette zone du Nigeria. Et c'est là-bas, rappelez-vous de ce que le Niger a dévoilé la dernière fois. Je vais essayer de rapidement remonter sur le Niger, je vous en prie, permettez-moi. Je vais remonter un peu plus haut. Il y a un élément du Niger que vous devrez voir, parce que c'est important. Et quand le Niger accusait, comment on appelle ça, quand le Niger accusait, dans 20 secondes, j'espère que je vais retrouver rapidement l'élément vidéo. Le Niger avait estimé, le Niger avait estimé, je crois, que la France, il n'y a pas 2 semaines de cela, la France se préparait des attaques de grande envergure par rapport au mois de juin. Donc, créer un chaos, s'attaquer au convoi d'approvisionnement pour provoquer l'inflation. Pas seulement au Niger. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue ce qui est essentiel. C'est pourquoi je dis très souvent, si on veut limiter la déstabilisation tellement souhaitée par l'Occident de nos États, si on veut limiter cela uniquement, je dis mais uniquement à un pays, soit le Burkina, soit le Niger, soit le Mali, c'est qu'on n'a pas encore compris ce qui se passe.
En s'attaquant à un pays qui est un des piliers, on va affaiblir l'ensemble. Et si l'ensemble est affaibli, à partir d'un foyer de déstabilisation, c'est comme le cancer. Le cancer part d'abord d'un foyer, ensuite pour s'étendre aux autres parties du corps. Et c'est cette vision médicale qu'ils veulent appliquer. Partir d'un foyer de déstabilisation et étendre la déstabilisation aux autres pays membres. C'est ça l'objectif. C'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils veulent. Et le fait de préparer cette déstabilisation par rapport au mois de juin, cela en dit long. Hier, on a parlé, mais aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à parler, par exemple, du géant minier Barrick Gold. Celui qui était implanté au Mali, plus de 20 ans pour exploiter notre or. Ce n'est pas seulement Barrick Gold, c'est aussi Orano. Au Niger, depuis des décennies, en train d'exploiter l'uranium du Niger. Au Burkina, on a fait croire que le Burkina est un pays maudit. Rien de bon ne peut pousser au Burkina. Et j'étais heureux de voir la première voiture électrique fabriquée au Burkina, qui coûte 7 millions de francs CFA. Vous voyez pourquoi j'apprécie l'audace des hommes d'affaires du Burkina Faso. Vous comprenez pourquoi j'apprécie les hommes d'affaires burkinabés, les investisseurs burkinabés. Au Mali, ici, tu travailles à ton argent. La première des choses que tu vas faire, c'est acheter or pour ta femme. Prends 5 millions, va à Dubaï, va acheter or. Prends 10 millions, va acheter or. Futilité. Futilité, futilité. Ce qui fait que quand ils sont secoués, c'est fini. Ils sont tous paniqués. Ils commencent à crier, c'est le pouvoir qui est visé, c'est le pouvoir qui est responsable, c'est le pouvoir qui fait ça, c'est le pouvoir qui fait ça. Mais comment vous pouvez imaginer que malgré tout ce qui est dit du Burkina, et c'est là-bas que les grandes initiatives viennent. Aujourd'hui, l'AES a dit quelque chose que je voudrais partager avec vous. L'AES a dit, on va développer les secteurs en fonction de la capacité de chaque pays. Et le Burkina vient de lancer l'industrie automobile au sein de l'AES. Mais les autres présidents ne vont pas perdre leur temps. D'ailleurs, je ne sais pas si le Malien, le risque capital, le Malien, il ne connaît pas. C'est les grands gueules, vous les voyez, ils vont acheter les voitures de deuxième main, ils viennent nous montrer, ils ont acheté des voitures de 100 millions, 200 millions. Mon frère, tu peux encore blaguer les idiots qui n'ont rien compris, mais ceux qui connaissent comment ça fonctionne, là, tu ne peux pas les blaguer. Pendant que vous nous montrez, vous avez ceci, vous avez cela, vous nous montrez que vos épouses ont l'or, vous nous montrez que c'est votre grande gueule avec les artistes qui chantent pati pata, on insulte papa, des mamans, des gens, les supporters, comment ça se, mais Dououli, mais ceci, mes amours, mais ceci, regardez des noms futiles, bizarres, idiots, qui ne donnaient rien, qui n'avancent rien. Mais pendant ce temps que fait le Burkina est en train de se développer. Regardez comment les usines sont en train de sortir de terre avec rapidité au Burkina. Qui peut imaginer que sous la transition militaire, on peut avoir une entreprise automobile au Burkina, une industrie automobile au Burkina. Qui peut imaginer ça? Au Mali, tout le monde c'est le gouvernement. Gouvernement. Le Burkinabé n'a pas besoin du gouvernement. Ceux qui ont fait ça, attention, je n'ai pas vu la tête d'un petit blanc là-bas. Ils sont tous au Burkinabé. La première voiture électrique. L'AES, c'est là-bas. L'Ouganda a commencé pour lui. En Afrique, les gens ont commencé. Et ce n'est pas tout. Le Burkina a reçu les 15 premiers bus prototypes pour le transport urbain.
les bus burkinabés sont arrivés. C'est avec le Brésil qu'ils ont commandé ça. C'est toutes ces raisons qui expliquent les tentatives de déstabilisation. Si vous ne liez pas cela à l'économie et vous pensez que c'est seulement la politique, que ce sont des militaires, vous avez tout faux. Ça n'a rien à voir avec les militaires. Mais c'est la vision des militaires qui est à l'origine. C'est la vision des militaires qu'il faut combattre. C'est la vision des militaires qu'il faut éradiquer. C'est la vision des militaires qu'il faut faire tout pour arrêter. Parce que si ça réussit ici, l'Afrique ne pourra pas justifier désormais son incapacité. Le Burkina a laissé les milliards qui devaient tomber dans les comptes de Renault. Les bus en Côte d'Ivoire, les bus articulés, les bus simples, c'est Renault. Depuis toujours, c'est Renault qui pourvoit à la circulation urbaine. Les bus, c'est Renault. Mais voilà, à l'AES, on a sauté toute l'Europe pour aller au Brésil. Le Brésil qui est un pays émergent, comme la Chine, comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Russie. Le Brésil fait partie des BRICS. Alors, les 15 bus burkinabés sont arrivés, mais qui sont meilleure qualité que les bus Renault en Côte d'Ivoire. Moins cher que les bus Renault en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, les bus du Mali arrivent parce que on ne peut pas continuer à monter sur... Moi, j'ai mes petits qui font les mototaxis. Chacun aura son truc. Les mototaxis peuvent aller dans des endroits où les bus ne peuvent pas aller. Mais c'est pas parce qu'il y a les taxis, il y a les mototaxis qu'on va pas faire venir les bus, c'est faux. Les bus vont réduire les risques d'accident. Les bus vont obliger le gouvernement à mettre le goudron un peu partout pour que les quartiers, c'était les quartiers les plus reculés, au moins il y aura un point où ce sera l'arrêt final du bus. Et à partir de ce point-là, les taxis et puis les mototaxis là peuvent prendre les gens, entrer dans les quartiers les plus reculés où il n'y a pas de route. Donc ça se complète. Il n'y aura pas de concurrence. Alors, si le Burkina allait acheter les bus avec le Brésil, le Mali va regarder les bus burkinabés, leur état, comment ça y est, comment ça tient. Parce que l'AES, ce qu'on veut faire, c'est ça. Le bus du Brésil, le prix du ticket, 100 francs, 200 francs, 500 francs. Là où le taximètre va te demander 3 000, 4 000, le bus va t'envoyer là-bas à 500 francs. Est-ce qu'on n'a pas réduit le coût de la vie? Si. Ça, la France n'est pas prête à accepter parce que Renault va perdre ce marché. Si le bus réussit, l'avion, déjà l'avion, on sait vers qui se tourner, c'est la Chine. Si demain la compagnie aérienne de l'AES est mise en chose, c'est la Chine, puisque l'avion chinois, le Burkina a déjà acquis un brevet et nous sommes en train de regarder. L'avion, il est bon. Il est vraiment bon. Consommation, comment on appelle, de kérosène. C'est le meilleur. Dans tous les cas, j'ai fait des recherches sur les avions. C'est la Russie pour le moment qui a les meilleurs avions en termes de consommation. Parce que les avions russes consomment 10, 15, 20% moins que tous les autres avions sur une période. C'est-à-dire que sur une certaine distance. Sur une distance, par exemple, de 500, 600, 700 ou 1000 km, les gens peuvent consommer, je peux dire, le réservoir, soit 80% de leur réservoir, mais vous allez voir que les avions russes peuvent consommer ne serait-ce que 40, 50, maximum 60%. Pendant que les gens font 80, 70, 80%, les avions russes font 60, 50%. Donc ça veut dire qu'il y a encore des réserves dans le carburant.
sur la même longueur, sur la même distance. Et les avions russes et chinois sont beaucoup plus spacieux que les avions Boeing et Airbus. Les avions chinois, il y a plus de composants parce que les sanctions là avaient pour objectif d'empêcher la Chine et la Russie d'avoir des composants à partir de l'Europe ou d'autres pays. Mais aujourd'hui, les avions chinois sont 100% chinois. 100%. Même les moteurs, pneus, décorations, 100% chinois. Il n'y a même pas quelque chose qui quitte quelque part de tout est fait en Chine. La Russie, c'est la même chose. La Russie a pris plus de temps que les Chinois, mais aujourd'hui, la Russie a aujourd'hui les meilleurs avions aussi. Sur le plan confort, sur le plan consommation, sur le plan prix. L'AES est en train de faire quelque chose qui va poser un problème à l'hégémonie occidentale. Ça me permet de rentrer dans... J'ai pas fini avec l'AES, on est toujours dans l'AES. C'est comme ça que Keïta fait ses directs. D'accord? Et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de Keïta et ce que les gens apprécient beaucoup. Alors, Donald Trump a signé à peu près 200 décrets présidentiels, plus. Je dis que c'est pas tout qui m'intéresse, mais la déclassification, je vous avais dit, du document de l'assassinat du président John Kennedy, du frère de John Kennedy et de Martin Luther King. Donc tous ces documents ont été déclassifiés. Ces documents seront mis à la disposition du peuple américain. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose que nous apprécions tous. Deuxièmement, il a signé d'autres décrets que je pose bien la question comment il pourra les réaliser. Il a décidé de faire des États-Unis la capitale du monde entier. Il a signé ce décret. Vous avez bien compris. Parmi les décrets qu'il a signés, il y a un décret qui fait des États-Unis la capitale du monde, le monde entier. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et j'ai pas vu nos gens là parler de ça. On dit encore que Keïta se vante. Je me vante bien dans un dé. Si tu n'es pas content, dégage de mon direct. Donc, il faut la tête de Keïta pour parler de ça encore. Pourtant, on a déjà créé notre télévision web, quoi même, iOS TV, c'est pas ça, Sahel TV, quelque chose comme ça. Ils ont dit qu'ils vont utiliser un studio là, je sais pas, le studio d'être au Mali ou bien au Niger. Mais quand des informations comme ça passent, et que même nos télévisions nationales sont incapables de faire un débat et présenter, parce que les gens oublient, et moi c'est ça qui me tue chez nous. La présidence de Donald Trump aura forcément des incidences sur notre AES, forcées d'une manière ou d'une autre. J'ai dit, je ne suis pas journaliste, je m'en fous et ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas visibilité journalistique, je ne cherche pas titre journalistique. Ben ici, là, quand je vois que les journalistes ne sont pas à la hauteur, c'est pitoyable et pathétique. Donald Trump dit, les États-Unis doivent être la capitale du monde entier. Quelles sont les implications? Qu'est-ce que cela sous-entend? Il n'y a pas un journaliste dans nos radios, télévisions pour faire un débat. D'accord. Deuxièmement, il fait des États-Unis la capitale de la crypto-monnaie. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme crypto. Pardonnez, les États-Unis doivent être à la tête. Donc les Américains doivent prendre le contrôle par tous les moyens du capitalisme. Il y a des implications. Quelles sont les implications? Il y aura des implications géopolitiques, des implications géoéconomiques, des implications géostratégiques, c'est-à-dire sur le plan militaire. C'est pourquoi il a dit, nous devons avoir la meilleure armée au monde.
Sinon, comment tu vas obliger les gens à faire de ton pays la capitale du monde entier? Donc, la crypto-monnaie, money, d'accord? C'est pourquoi ils ont décidé d'investir 500 milliards de dollars dans, comment ils appellent ça? Oh, j'oublie ça. Il a appelé les grands patrons de high-tech là. Il faut qu'ils investissent rapidement 500 milliards de dollars pour que l'Amérique reprenne la tête, pour que l'Amérique sorte de l'eau. Parce que la tête de l'Amérique actuellement est dans l'eau. Si nous décidons ça chez nous ici, si l'AES dit, nous on sera la capitale de l'Afrique, oh! On se dit contre nous. C'est pourquoi nos présidents ont décidé d'équiper convenablement nos pays. Parce que qui va loin menace sa monture. Vos ambitions politiques. Merci. Voilà, c'est ça, dans 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Diallo. L'ambition, l'objectif, la vision que vous avez doit vous permettre d'avoir l'armée qu'il faut pour vous accompagner. Si vous n'avez pas cette armée pour vous accompagner, vous n'irez nulle part. Posons-nous la question, comment au Niger on chasse Orano? Au Mali, on chasse Marigold. On arrête même certains fonctionnaires et puis on les fout en prison. Et puis on est assis. Parce qu'on sait qui on est aujourd'hui. Vous croyez qu'un petit président perverti, menteur, manipulateur, corrompu ou voleur, parce que pour arrêter le grand patron de Marigold, c'est que vous ne vous reprochez rien. Donc, les agissements du capitaine, du général, des deux généraux, c'est un message fort. Ceux qui estiment qu'ils volent, vous ne pouvez pas voler et puis arrêter ces grands patrons-là. Sinon, on va mettre votre cul au dehors, si vous voulez. Cela démontre qu'aucun de nos chefs d'État, contrairement à ce qu'on dit, n'ont jamais détourné un centime de qui que ce soit. Ils n'ont pas fait. Ils ont pris l'argent de qui? Assimi a pris l'argent de qui? Ibrahim a pris l'argent de qui? Ils n'ont pas de compte à l'extérieur. Sinon, on allait tout se dire, on bloque leur compte, on fait ceci, on fait cela. Les menaces, là, c'est fini. Sinon, on dit, on bloque ceci. Avant, tu fais ça. Tout le gouvernement est sous sanction, sous embargo, sous blocage. Personne ne sort. Et puis, on bloque vos comptes. Mais posez-vous la question, comment le Mali peut faire ça? Où se trouve le compte d'opération de l'État du Mali, alors? Il faut être un génie comme Assimi Goïta, un génie comme le capitaine, un génie comme le général, pour savoir où loger nos comptes d'opération. Pour que nos pays soient à l'abri des vautours, des rapaces, des charognards, des criminels, des vendus, des corrompus, des manipulateurs. Si nos États n'étaient pas des États forts avec des hommes intègres, on ne serait pas en mesure de prendre une telle décision. Encore, merci au président Assimi Goïta, au général Tiani, au capitaine Ibrahim, parce qu'ils font honneur à la fonction de président. C'est comme ça que nous, on souhaite avoir un président. Maintenant, j'ai entendu que l'Union européenne envoyait quelqu'un parler avec le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Maïga. Dire que le Mali doit faire un retour dans l'ordre constitutionnel. J'ai toujours dit que ce sont nos autorités elles-mêmes qui créent la confusion dans l'esprit des gens. Nos autorités, telles que nos ministres, quand ils parlent, nos ministres, souvent, ils confondent. C'est vrai que la langue de Molière est un peu compliquée. Mais je demande à nos ministres de faire un effort pour comprendre un peu le minimum.
le français n'est pas aussi compliqué, monsieur le ministre. Quand vous parlez du retour constitutionnel, est-ce que vous pouvez avoir le courage pour expliquer aux Maliens lambda ce que signifie le retour constitutionnel? Moi, je le dis en toute honnêteté. Même le fait que nous avons une charte de la transition, moralement, politiquement, stratégiquement, moi personnellement, me pose un problème. La charte, généralement, est appliquée quand la Constitution est dissoute. Mais il y a eu des techniciens politiciens qui ont entraîné nos présidents dans l'erreur en disant qu'il faut avoir une charte en même temps que la Constitution. Et c'est ce problème-là, c'est ce chevauchement entre la Constitution et la charte qui fait dire aux gens toujours retour à l'ordre constitutionnel et retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est une insulte à l'intelligence des ressortissants de l'AES que nous sommes. C'est une insulte à notre intelligence. Parce que tous ceux qui parlent du métier de la charte qu'ils viennent nous donner, quelle est la nécessité? Je dis bien, je n'ai pas de l'utilité. Je serais à l'aise de dire l'utilité. L'utilité. Mais je préfère la nécessité. Quelle est la nécessité de maintenir la charte? À quel objectif répond le maintien de la charte? Surtout dans le cas du Mali, quand on a voté une nouvelle constitution, on rentre dans une nouvelle république avec la charte. C'est la chose, si moi je vais me permettre de développer, je vous jure que les autorités de la transition ne seront pas d'accord avec moi. Parce que le développement que je vais faire, les gens verront que franchement, qu'on est en train de dire des choses qui ne tiennent pas la route. Vu la charte, vu la constitution, arrêtez ça, ça c'est un discours du petit blanc. Arrêtez ça, ça ne marche pas. Vu la charte renouvelée, vu la charte ceci. Ça, arrêtez, ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas dans ma tête parce que c'est incohérent. Mais, on va laisser ça comme ça. Si je veux développer, si je veux faire un cours là-dessus, un cours universitaire là-dessus, un cours académique, un cours politique, un cours sociologique, un cours historique. Le président Assimi Goïta va dire, mais pourquoi depuis longtemps tu me laisses dire la charte est révisée, la charte est révisée? Mais monsieur le président, vous avez des conseillers à vos côtés. Ils sont payés. La charte révisée n'a pas sa place ici. On va me dire c'est la charte qui a permis la création du CND. On me dira ça. C'est la charte qui a permis la nomination. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là parce que sinon, c'est trop facile pour moi. C'est trop facile pour moi de démonter la charte. Et on n'aura même pas besoin de ça. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Parce que je n'ai pas envie de rentrer en conflit avec mes autorités, mon président, mon premier ministre. Je préfère laisser ça. Sinon, je vous jure au nom de Dieu, si je prends la charte, je la démonte pièce par pièce pour montrer qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Au contraire, ça pose un problème même juridique. Mais laissons ça pour un autre débat, un autre jour. Donc, ce qui est en jeu, c'est ça. Ce qui est en jeu, c'est notre survie. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, comme tu l'as dit, on n'a pas besoin d'élections aujourd'hui. Aujourd'hui, nos présidents, avec le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire, le travail extraordinaire qu'ils sont en train d'abattre, la question, c'est de se poser la question, quand est-ce qu'il faut aller à des élections?
Alors, quand l'envoyé de l'Union européenne était en communication avec notre ministre des Affaires étrangères, j'ai entendu le retour à l'ordre constitutionnel. Dieu merci, le ministre des Affaires étrangères a été à la hauteur et il a très bien répondu à l'envoyé de l'Union européenne. Alors, ce que je voudrais proposer à nos présidents de l'AES, je souhaiterais, comme on le voit aux États-Unis, il y a des élections, il y a des États qui font leurs élections ensemble. Aux États-Unis, à moins qu'il y ait un décès, sinon, il y a deux types d'élections aux États-Unis. Il y a des élections mi-mandat, et puis il y a des élections pendant la campagne présidentielle. Alors, moi, j'aurais souhaité que nos trois présidents arrêtent un calendrier commun. Parce que si nous voulons donner une force, une chance à l'AES pour être un modèle dans le monde et en Afrique, c'est de faire chaque action, chaque décision importante qui impacte la vie de nos nations. Ces décisions-là sont prises ensemble de façon collégiale. En d'autres termes, les élections présidentielles au Mali, au Burkina et au Niger doivent être organisées simultanément par les trois pays. Donc, ils arrêtent de concert de façon souveraine, mais concertée, un calendrier électoral commun aux trois pays. Donc, le jour des élections présidentielles au Mali, ce sera le même jour des élections au Burkina, ce sera le même jour des élections au Niger. Voilà ce que l'Afrique n'a jamais fait et qui peut sauver l'Afrique. Si on est dans une union. Ça, c'est ma première proposition à nos présidents. Qu'on ne se laisse pas berner par retour à l'ordre constitutionnel. Non, non, non. On va ensemble aux élections. Le Mali, le Niger, le Burkina, on va ensemble aux élections. Voilà ma première proposition. Deuxième proposition. Que tout ce qui concerne l'Union européenne, les États-Unis ou d'autres organisations ou d'autres pays, que toutes les négociations se fassent avec l'AES. Il y a des décisions souveraines qui vont relever du Mali, du Burkina, du Niger. Mais il y a des décisions où le Mali, le Burkina, le Niger doivent les prendre ensemble. Peu importe l'interlocuteur qui sera présent, mais ce sera pris ensemble. C'est ça qui va donner cette force à l'AES. Et c'est ce qui fera de l'AES la meilleure organisation au monde, peut-être après celle des États-Unis, qui est une fédération. Parce que si on veut aller, si l'objectif, comme on le dit, tant c'est une fédération, il faut commencer à voir le comportement d'une fédération. Vous voulez vous marier? Commencez à vous comporter en homme responsable, en chef de famille. Ce n'est pas quand vous allez vous marier que vous allez commencer à avoir ce comportement. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce que vous voulez vous marier que vous commencez à ranger votre vie. Vous voulez une souveraineté, vous voulez une fédération, commençons à nous comporter déjà comme étant État fédéré. Que toutes les élections se fassent ensemble, simultanément. 2, que toutes les grandes décisions qui impactent l'AES soient prises de façon collégiale. Pas le Mali ici, pas là-bas. Parce que c'est avec ça qu'ils vont commencer. Même certains prêts. C'est pourquoi la création de la banque d'investissement de l'AES doit venir pour combler ce déficit-là, pour combler ce vide-là. Éviter que nos pays aillent en singleton et que la banque d'investissement parle au nom de l'AES. Et que ce soit la seule voie légitime qui parle au nom de l'AES devant toutes les autres institutions. Pour moi, c'est fondamental. Et que désormais, par exemple, s'il y a l'inauguration d'un président, la rencontre de ceci ou la rencontre de cela, comme on avait le président du Ghana, que seul le président en fonction de l'AES se déplace. C'est Ibrahim qui a été mandaté. Lamid Zen était là-bas, mais après, le général de division
Abdoulaye Maïga, Premier ministre, est allé rencontrer le président du Ghana. Et vous avez vu, c'est ce qui a d'ailleurs motivé le président du Ghana à nommer un envoyé spécial pour l'AES. Et vous allez voir, d'ailleurs, les négociations ont commencé. Et l'AES, et je dis bravo au ministre des Affaires étrangères. Ils sont actuellement au Burkina, ils sont en train de préparer la feuille de route de la sortie. Ce qui peut être fait. Donc, les 3 ministres des Affaires étrangères sont au Burkina au moment où je vous parle, puisque la sortie sera effective à partir du 29. La même date qui verra la mise en circulation du passeport AES pour le Mali. J'espère que ce sera la même chose pour le Niger, parce que le Burkina a déjà mis en marche son passeport. Et c'est sur l'exemple du Burkina que c'est la même entreprise qui a été retenue, hein, le passeport avec les stockages de données avec une carte puce, une carte biométrique. Donc, c'est l'un des passeports les plus sécurisés au monde. Alors, voilà pourquoi les 3 ministres des Affaires étrangères sont au Burkina. Ils sont en train de parler. Et ils vont... Les 3, il n'y a pas à faire de dire la CEDEAO va négocier le Mali, la CEDEAO va négocier le Niger, la CEDEAO va négocier le Burkina. C'est pas comme ça. Non, non, non. La CEDEAO va négocier avec les pays de l'AES. Et chaque pays de la CEDEAO est libre. La CEDEAO peut décider, par exemple, d'accord, voilà la relation que nous voulons avoir désormais avec l'AES, mais pas avec un pays précis de façon singulière, non. Et ça, c'est très bien réfléchi de la part de nos présidents et de nos ministres des Affaires étrangères. Donc, si la CEDEAO veut négocier avec un pays, on va ramener la CEDEAO à l'AES. Si la CEDEAO veut avoir des relations avec l'AES, la CEDEAO va négocier avec l'AES. Si un pays dit, en plus de la CEDEAO qui négocie avec l'AES, chaque pays peut développer ses propres rapports avec l'AES tel que le Ghana l'a fait. Le Ghana a décidé de nommer un envoyé spécial. La Côte d'Ivoire dit, nous allons maintenir nos relations économiques avec l'ensemble de l'AES. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin parce qu'on veut des décisions formelles. On veut que ce soit clair. Donc, on va suivre cette évolution-là. On va suivre cette sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO. On va suivre ça de près. Je répète, c'est fondamental pour nous, c'est important pour nous. Et c'est ça que nous voulons. Et c'est ce que nous recherchons. Je répète encore une dernière fois. L'AES est en train de préparer la feuille de route de la sortie. Feuille de route qui sera présentée à la CEDEAO, puisque la dernière rencontre de la CEDEAO n'a pas jugé utile de faire appel à l'AES, et elle a cru que tellement qu'elle était dans une position de force, ok, on va vous donner encore 6 mois. Bon diable, vous allez 6 mois à qui? Mais devant la détermination de l'AES, finalement la CEDEAO dit d'accord, la sortie sera actée le 29. Et nous allons discuter avec l'AES. Ce que les gens ne comprennent pas, je vais vous le dire facilement. Certes, nous sommes des pays enclavés. Des pays qu'on présente comme des pays pauvres. C'est vrai. Mais nous sommes un marché pour beaucoup de pays. Nous sommes un marché pour le Nigeria. Nous sommes un marché pour le Ghana. Nous sommes un marché pour le Sénégal. C'est pourquoi ces 2 idiots d'anciens taulards, ils n'ont pas compris que beaucoup d'entreprises sénégalaises viennent vendre leurs produits au Mali, au Burkina et au Niger. Ils vont se ressaisir. On n'est pas pressé. Ils auront besoin de notre argent. Ils vont courir pour venir nous trouver ici. On les attend au tournant. Et le Ghana a compris. Parce que beaucoup de nos produits, beaucoup de nos véhicules de deuxième main qu'on achète, transitaient par le Ghana, par le Togo. Et le Bénin aujourd'hui sera le plus grand perdant de cette histoire. Nous n'allons pas nous opposer à la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas refuser que si la Côte d'Ivoire veut travailler avec l'AES, ce sera fait dans la transparence. Dans la transparence. Et nous allons veiller à ce que cela se fasse dans le respect des textes. Alors, comme la CEDEAO a appris à ne pas respecter ses propres textes, la CEDEAO viole ses textes.
Il y a des tests juridiques qui sont en train d'être mis en place par rapport à l'AES. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de visa, ce sera clair et net. Mais nous verrons à ce que n'importe qui ne rentre pas comme ça chez nous aussi. Donc, les tests, non. Acceptons qu'on dise qu'on est pauvre. Ça fait rire. Si quelqu'un te dit que tu es pauvre, est-ce que tu es pauvre, mon ami? La personne a dit ce qu'elle a envie de dire, c'est sa bouche qui a parlé, c'est le vent qui est sorti, c'est un son qui est sorti, mais est-ce que le son de la bouche est la réalité? C'est pas la réalité. Acceptons qu'on dise qu'on est pauvre. Si on était pauvre, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, là, tout ce qui se passe autour de l'AES, tu crois que ça allait se passer? Les gens que vous avez qualifiés de pauvres depuis toujours, aujourd'hui, c'est vous qui courez après ces gens. Est-ce que tu crois réellement qu'on est pauvre? Mais comme ils disent qu'on est pauvre, acceptons qu'ils disent qu'on est pauvre. Mais le fait de dire qu'on est pauvre, est-ce que réellement ils sont pauvres? Pas du tout. Alors, donc, nos ministres des Affaires étrangères sont au Burkina. Jusqu'au 29, je suppose. Ils sont en train de travailler sur les conditions de notre sortie et les conditions des négociations avec l'AES. C'est tout. Ils ont besoin de nous. Combien d'entreprises en Côte d'Ivoire sont en train de fermer? Vous croyez que Ouattara est bête? Ouattara, il a été le premier à dire à son ministre du Commerce de dire non, 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 on maintient notre libre circulation avec les pays de l'AES parce qu'on est dans l'UMOA. Ouattara, intelligemment, est sorti en mettant l'UMOA au devant. Mais la question de l'UMOA va être résolue d'une manière ou d'une autre quand on va sortir de l'UMOA, quand on aura notre propre monnaie. Alors, d'ici là, les gens vont travailler sur un autre mécanisme d'intégration qui ne sera plus la monnaie. Alors, ceux qui vont, tels que le Ghana, par exemple, la Côte d'Ivoire va copier sur le Ghana, qui n'a pas le franc CFA, qui a le CIDI, le franc ghanéen, le CIDI. Donc, sur quelle base nous allons travailler? Alors, le président ghanéen, il a compris tout de suite. On n'a pas la même monnaie, ils sortent de la CEDEAO, donc tout de suite, il faut que je crée tout de suite un espace commun avec l'AES. La Côte d'Ivoire, c'est le CFA, le Sénégal, c'est le CFA, d'accord? D'autres pays, c'est la Guinée, c'est pas le CFA. Qu'est-ce que la Guinée va décider? Parce que la Guinée devra décider d'une manière ou d'une autre. Malgré toutes les ruses de la Guinée, on a compris le jeu trouble de Doumbia. C'est le franc guinéen. Donc, il va falloir trouver un mécanisme avec la Guinée. Le Ghana a déjà commencé à travailler sur comment on va échanger. Donc, ça veut dire que même si demain, on a notre propre monnaie, déjà, on a un mécanisme avec le Ghana. Et tous les autres pays vont s'attendre à ce que, un jour ou l'autre, qu'on ait notre propre monnaie. Donc, la CEDEAO, c'est un espace. L'UMOA, c'est une monnaie. En d'autres termes, quand on va sortir de la CEDEAO, il y a un seul élément qui va nous maintenir en relation avec 7 ou 8 pays. Ce sont les pays qui sont membres de l'UMOA. Sur les 16 pays de la CEDEAO, il y a 8 qui sont UMOA. Et les 8 autres. Parce que l'AES est en train de travailler sur tous les scénarios. Les pays membres de l'UMOA, le franc CFA, et les pays membres de la CEDEAO et non membres de l'UMOA, tels que le Ghana, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et autres, qui n'ont pas le franc CFA. Donc ça veut dire que ces pays-là, il va falloir déterminer, soit la CEDEAO décide de dire, au-delà de l'aspect du marché commun, nous voulons maintenir notre relation économique avec l'AES. Et là, la Sierra Leone, le Nigeria, le Libéria, la Guinée et autres vont bénéficier de cet espace-là qui sera préservé par la CEDEAO. Donc, on ne sait pas ce que la CEDEAO va dire, mais c'est dans l'intérêt de la CEDEAO de revoir sa position. C'est dans l'intérêt de la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO ne veut pas respecter sa position, nous, on n'a pas... Dans tous les cas,
ces pays-là, quand même, soyons honnêtes, ces pays-là, je vais parler évidemment de la Côte d'Ivoire, je vais parler de certains pays qui, déjà, oh là là, donne-moi une seconde là. Donc, comme je le dis, la Côte d'Ivoire, donc, c'est clair, hein, ces pays-là, c'est-à-dire les pays qui utilisent le franc CFA, pardon, et les pays qui n'utilisent pas le franc CFA, il y a une certaine, il y aura pas de concurrence, mais je pense que l'AES aujourd'hui est en position de force. Les cas de scénario possibles, soit l'AES va négocier au cas par cas avec chaque pays, non membre de l'UEMOA, soit l'AES va négocier avec tous les pays membres de l'UEMOA par rapport au franc CFA. Donc, on va créer un espace commun, un marché commun, l'UEMOA, qui est déjà un marché qui existe, déjà. Donc, à ce niveau, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais les pays qui sont non membres, les 8 autres pays non membres de l'UEMOA, il va falloir discuter avec eux. Alors, la CEDEAO aura le choix, soit de dire que chaque pays discute librement avec l'AES, ou la CEDEAO peut décider de maintenir tous les pays, c'est-à-dire que comment on appelle ça, les 13 pays qui restent, parce que c'est 16 dans les sorties, donc il y a 13 pays qui restent, la CEDEAO peut décider de maintenir cette relation, ce marché commun entre les pays de l'AES et les 13 autres pays. Dans tous les cas, c'est nous, on leur donne l'argent. On donne l'argent au Ghana par rapport à son port. On donne l'argent à la Côte d'Ivoire par rapport aux entreprises, que ce soit les entreprises qui produisent l'engrais, je peux dire l'huile, bien d'autres biens de consommation et le port. Donc, la balance même est déficitaire du côté de l'AES. Nous, on ne réalise même pas 300, 200 milliards de chiffre d'affaires avec la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire est au-delà de 1000 et quelques milliards avec le Mali. Le Burkina, c'est la même chose. Le Niger, c'est la même chose. Donc, la Côte d'Ivoire a intérêt à rester avec nous. Mais nous, c'est pas une obligation, puisque c'est nous qui donnons plus. C'est pourquoi quand vous écoutez les idiots sur le plateau de télévision, vous posez la question, s'ils sont allés à l'école, comment ils ont eu leur diplôme? Parce que quelqu'un qui te donne plus, toi tu lui donnes moins. Toi tu as besoin de son argent pour financer ton mode de vie, pour financer ton train de vie, et c'est toi qui veux faire parler avec lui. Alors que lui, en réalité, il n'a pas vraiment besoin de toi. Donc si tu fais parler là, qui paie? Tu perds de l'argent. Lui, il perd rien. Est-ce que ça, c'est facile à comprendre? C'est pourquoi quand on voit les idiots sur les plateaux de télévision, chacun veut se faire comprendre. C'est-à-dire que c'est des perroquets, parce que le petit blanc dit ça, les idiots viennent de répéter ça sur les plateaux de télévision. Mais ça marche pas comme ça. Moi, je connais la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, entre le Sénégal et les pays de l'AES, entre la Guinée et les pays de l'AES, entre le Ghana et les pays de l'AES, entre le Nigeria et les pays de l'AES. À tous les niveaux, nous, on est déficitaires. C'est eux qui gagnent sur notre dos. Le Nigeria gagne sur notre dos. Le Ghana gagne sur notre dos. Le Bénin gagne sur notre dos. Le Togo gagne sur notre dos. La Guinée gagne sur notre dos. Le Sénégal gagne sur notre dos. La Côte d'Ivoire gagne sur notre dos. Il n'y a pas un de ces pays-là où nous, on est excédentaires. On est déficitaires. Donc, ils ont besoin de nous. Donc, s'ils ne sont pas là, c'est facile pour nous de chercher ailleurs. Mais eux, c'est un manque à gagner. Parce que c'est en fonction de l'argent que nous, on leur donne qu'ils font leur budget. Les idiots, ils ne savent pas ça. Quand ils sont sur les plateaux de télévision avec leurs cravates trouées, les vestes remplies de cafards là. Attention. La conception d'un budget de fonctionnement, d'un budget prévisionnel, le budget prend en compte beaucoup de paramètres. On ne fait pas un budget comme ça, on ne veut pas dire, ah voilà, le budget c'est 1000 milliards, c'est pas comme ça. Le budget prend en compte beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres. Et nous, on fait partie des paramètres nécessaires dans la conception des budgets dans tous ces pays de la CEDEAO. Ils ont besoin de notre argent pour faire leur budget de fonctionnement. S'ils nous chassent,
Qui paie? Il va falloir trouver l'argent ailleurs. Il va falloir trouver l'argent. S'ils n'arrivent pas à trouver, ils sont obligés d'aller s'endetter. Alors que l'argent, tu l'as gratuitement. Maintenant, tu es obligé d'aller t'endetter. Vous croyez que ces présidents-là sont assez idiots? Ils ont fait des bêtises, ils ont vu quand on a coupé le pont. Ils sont allés chercher l'argent partout pour s'endetter. Et d'ailleurs, pourquoi la dette de la Côte d'Ivoire a atteint les 35 000 milliards rapidement? C'est parce que nous, on a coupé le pont et la Côte d'Ivoire. Les idiots sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire ne vous le diront jamais. C'est parce que nous, on a coupé la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a coupé avec le Sénégal, que Macky a maquillé les chiffres, que Ouattara a maquillé les chiffres. Ils veulent faire croire qu'il y a... C'est faux, c'est nous. Combien de fois le FMI est venu en Côte d'Ivoire pour soutenir Ouattara, quand on a décidé de boycotter la Côte d'Ivoire? Combien de fois le FMI est venu signer des prêts à la Côte d'Ivoire? Moi, quand je vois les idiots parler, je m'assois, je dis, oh, cela pense que dans le ciel ici, il n'y a pas d'homme pour comprendre ce petit jeu parce qu'ils font. Alors, c'est cette réalité-là que vous et moi, nous devons comprendre. Parce que ils ont plus besoin de nous qu'ils veulent faire quoi que nous, on a besoin d'eux. C'est vrai. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas besoin d'eux. On a besoin d'eux. Mais pas autant que eux, ils ont besoin de notre argent. Hein? Pas autant. Et ils ont plus besoin de notre argent que nous, on a besoin de... Hein? C'est pas ça?